Voilà, bienvenue, comme je disais, bienvenue à tous. Donc je suis le plus heureux. Donc l'idée de cette table de réflexion, je rappelle encore à nos amis et à ceux qui sont là pour la première fois, l'idée c'est l'échange. L'idée c'est discuter sur l'actualité de l'heure. Il y a la société civile, il y a les combattants, il y a les membres de l'UDPS, il y a les cadres de la PARECO qui sont venus à deux d'ailleurs, il y a la société civile, si je peux dire comme ça, représentée par M. l'abbé Faustin Kwakwa, il y a les anciens, les Likia, les Cassiples, H. Bouchiri, c'est mon grand frère, et il y a ici Jean-Jacques Rondo que vous connaissez. Voilà, tout le monde est là en fait, vous êtes tous au même niveau. Ce n'est pas eux deux parce qu'ils sont là, non, c'est seulement parce que quelqu'un doit commencer au fait. Voilà, tout simplement. Donc ils vont commencer à nous expliquer un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il y a les alliances politiques momentanées, telles que maintenant, l'Union européenne se met debout contre la Russie. Parce que la Russie intervient, dit-on, en Ukraine. C'est une alliance politique, mais momentanée. Il y a des alliances politiques permanentes, un peu comme l'Union africaine, l'OUA, l'ONU, la Ligue arabe et d'autres encore. Il y a les alliances économiques permanentes et des alliances mixtes. Parmi les alliances économiques, vous connaissez l'Union européenne, qui est essentiellement économique, même si maintenant on y ajoute une dimension politique petit à petit. Mais au départ, c'est une association, une alliance, une organisation qui s'occupe de l'économie et qui, par l'économie, tend à pacifier l'espace politique européen. Il y a au départ l'économie. On peut en citer beaucoup. La CEDEAO, le Mercosur, que l'on a remplacé maintenant par ce qu'on appelle l'UNASUR. Il y en a beaucoup à travers le monde. Beaucoup de ces alliances deviennent de plus en plus mixtes. Politico-économiques avec un soubassement militaire, etc., etc. Chez nous au Congo, par exemple, nous avons la CEPGL, qui regroupe le Congo, le Rwanda, le Burundi. Par exemple. Mais il y a toujours un soubassement militaire, même si à un moment donné, ils se sont plus entendus parce que le Rwanda a voulu faire ce qu'il voulait, mais il faut toujours voir dans ces alliances-là, dans ces pactes-là, dans ces organisations-là, une défense commune qui ne dit pas son nom. Et ici, j'en arrive à l'essentiel des alliances, ce qui va nous amener vraiment dans la discussion. Les alliances sont caractérisées par quoi? Quelles sont les conditions pour que les alliances soient efficaces? Qu'est-ce qui fait qu'on peut appeler telle organisation une alliance, notamment dans le cas du Congo? Alors, on part du 28 novembre 2011, où Kabila va usurper le pouvoir, va essayer de concentrer ce pouvoir, il va refuser d'accepter la réalité et le vote du peuple congolais. Et voilà qu'il y a des contestations à gauche, à droite. Il y en a qui vont aller jusqu'à apporter, évidemment, aller au recours contre ce que le gouvernement en place va essayer de faire ou de manigancer. Tout de suite, le président qui s'est élu, donc le président Etienne Tshisekedi, va lancer cette initiative de l'impérium, parce qu'évidemment, pour lui et pour d'autres témoins qui étaient là, pour ceux qui se sont déclarés, c'est lui les vainqueurs des élections, et donc il va se lancer dans cette voie-là, et il demande au peuple de le suivre. Alors, une situation qui va être un peu difficile à gérer au niveau de l'UDPS, parce que quel statut maintenant essayer de mettre sur la tête? Est-ce qu'il faut être opposant? Il faut être du pouvoir, hein, parce que quand on gagne des élections, on n'est plus opposant. Alors, la seule chose dont on doit être sûr, c'est de s'interroger si la méthode qui est choisie correspond finalement
avec la stratégie préalablement établie. Donc, il faut, quand on sait qu'il faut mettre la pression, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui, on veut mettre la pression sur Kabila et de lui dire, mais enfin, il ne faut pas que tu essayes de toucher à la Constitution parce que c'est ça c'est la ligne rouge qu'on te demande. Alors maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est une façon de faire qui sera efficace? Il mettra de la pression, chacun va aller avec son jugement. Ah, maintenant, pour terminer, donc, vous lancer dans les questions, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, chacun pense ce qu'il veut. Maintenant, à chacun de donner ses arguments, de dire pourquoi est-ce que moi je pense que ça. Est-ce que depuis 2011, nous attendons tranquillement jusqu'à ce que les choses se passent en 2016, parce qu'apparemment c'était le cas jusque-là, sauf ceux qui ont d'autres exemples. Il y en a qui diront pas d'alliance du tout, parce que, bon, comme j'ai lu ici, il y en a qui parlent de manque de confiance et ainsi de suite. Il y en a qui vont s'interroger sur voilà, d'autres questions d'actualité, les 33 milliards dont a parlé Obama pour l'Afrique. Nous allons laisser ça à Kabila ou est-ce que nous pensons qu'il faut qu'il parte bien avant? Je donne d'abord la parole au coordinateur et après ils réagiront, ils donneront leur point de vue. Merci. Nous avons très bien suivi l'explication de ce que c'est une alliance ou ce que c'est les alliances. Et j'ai été très intéressé lorsqu'on parlait de la nature d'une alliance. Je crois qu'au niveau de la durée, il y avait un petit mot à placer. Les alliances qui sont permanentes, c'est celles qui donnent naissance à la constitution d'une personne morale, d'une association, d'un mouvement, comme on en voit ici en Europe, il y a l'UMP, il y a les autres. En Afrique, au Congo, chez nous précisément, il y a eu l'AMP qui dirige le pouvoir, le Congo jusqu'à présent. Mais il y a aussi des alliances qui ne se sont pas constituées en mouvement ou encore en personne morale. Et là, c'est là que les Congolais se disent, ils donnent importance à ce qu'ils voient. Les photos, les fréquentations, comme on en a vu récemment. Il suffisait que Félix soit avec Kamere pour que ça ait un sens formel. Parce qu'ils les ont vus en photo, en vidéo. Et fort malheureusement, notre population donne de l'importance à tout ce qui est visuel, à tout ce qui est audio. Et on le sait très bien et c'est malheureux, les Congolais ne lisent pas. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour renforcer nos bases, nos compatriotes à lire. Parce que le sens formel d'une alliance, c'est l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, j'ai conclu que la plupart d'alliances qu'on a eues au Congo, ce n'était pas beaucoup plus pour la vision. C'était pour des raisons beaucoup plus stratégiques. Si je m'allie à l'autre, je vais affaiblir celui-là. Si je suis avec celui-ci, on va me considérer. Je ne pense pas que c'était pour la vision, parce que dans la plupart des cas, je n'ai pas vraiment envie de m'éterniser sur des exemples, on a vu que ça n'a pas fait long feu. Je suis très satisfait du sens étymologique que nous avons reçu du terme alliance. Je partage totalement ce point de vue, mais comment il faut le remettre dans le contexte qui est le nôtre ici pour trouver un sujet de discussion. En effet, je crois que en face d'un statu quo, les humains, les intellectuels, l'élite d'un pays se décident d'apporter des solutions à ces problèmes. De quelle manière? Je crois que j'ai suivi Babi tantôt qui a dit là où deux ou trois ou plusieurs se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais je crois qu'il doit faire aussi attention, bien que je partage ce point de vue, mais un seul individu, parce que le charisme reste une vertu personnelle. C'est là qu'on parle des précurseurs ou du père de l'indépendance. C'est-à-dire que c'est un seul qui a raisonné à sa place ou à la place des autres. Comme on parle de 13 parlementaires pour l'histoire de notre pays, comme on parle de Patrice Emery Lumumba. Maintenant, je n'ai pas compris le sous-entendu quand vous avez parlé de la PARECO par rapport aux alliances. La PARECO ne se ferme pas aux alliances, et je vais peut-être m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. La page 2 de ce que M. Moukanya nous a distribué là me paraît très intéressant.
Et je vais m'arrêter au point 6. Le point 6, point 6.2, qui dit la méfiance à l'égard de certains alliés. Ça, c'est la position de la PARECO. Quand on parle de l'alliance, la PARECO, en tout cas, par rapport à ces textes qu'on nous a distribués, la PARECO s'arrête à ces points-là. La méfiance à l'égard de certains alliés. Juste pour rappel, la PARECO n'est pas un parti politique, la PARECO, c'est un mouvement de résistance. La PARECO considère que le pays est occupé et que ceux qui dirigent ces pays-là sont des étrangers. À partir de ce moment-là, la PARECO s'est dit, nous ne pouvons pas nous réunir avec les personnes que nous considérons comme étant des occupants. Voilà la raison pour laquelle la PARECO ne veut pas faire alliance avec n'importe qui autour de la table. À partir du moment où cette alliance s'est faite entre Congolais, je ne vois aucun problème pour que la PARECO puisse prendre, comment dirais-je, place autour de la table de cette alliance-là. Mais maintenant, on met encore un autre bémol. À partir du moment où vous êtes collabo, c'est que nous considérons comme collabo. Je vais donner un exemple simple. À partir du moment où vous appelez Kim Kiemulumba et vous venez nous solliciter pour une alliance, d'office, c'est niet. Donc, je suis très content de ces textes-là, M. Moukania, pour dire simplement que pour la PARECO, il y a une méfiance à l'égard de certains alliés. J'interviens ici, je suis Jean-Jacques Mbungani, j'interviens comme représentant du MLC, parti ami à l'UDPS. J'aimerais simplement, avant mon propos, insister pour la rigueur de la police des débats. Pour que les temps soient respectés, il faudrait que chaque intervenant puisse respecter les consignes. Rapidement, j'avais un texte, mais je vais plutôt me résumer. D'abord, féliciter M. Moukania pour l'introduction par rapport à l'alliance. Comme si je l'avais un peu imaginé, mes prédécesseurs, nous sommes tous tombés dans la définition des alliances, en général les politiques dans notre pays, qui caractérisent la situation de l'heure. Mais moi, j'aurais voulu que nous réfléchissions aussi sur l'origine même du comportement politique de nos cadres ou des Congolais. Et pour ce, j'aimerais en tout cas vous inviter à cette réflexion. Quel est le modèle finalement politique de notre pays ou des pays africains? Je constate, les experts me contrediront ou appuieront, que le modèle politique en Afrique et même dans notre pays est calqué sur nos colonisateurs qui nous ont légué le modèle de démocratie libérale, que eux-mêmes ont développé plus de 200 ans, combattu les monarchies, arrivé à installer une démocratie, et après les indépendances, nous nous battons pour arriver à mettre en place des démocraties. Mais je constate qu'après une cinquantaine d'années, ces démocraties peinent à arriver dans nos pays d'Afrique. Peinent à arriver dans nos pays d'Afrique. Je mets l'hypothèse qu'un des paramètres qui empêche les démocraties à s'engranger dans nos pays d'Afrique et même dans notre propre pays, c'est l'instrumentalisation politique de l'identité ethnique. L'ethnicisme prend une grande place dans la politique de nos pays. Je vais me concentrer dans notre pays. En 1957, je suis content que M. Moukania a révisité l'histoire et Babi en a frôlé un tout petit peu. Il y a eu des premières élections au Congo. En 1958, les premières élections, toutes basées sur un attrait clanique, ethnique. En 1959, les premiers partis politiques voient le jour. Une quarantaine de partis politiques, basés toujours sur des regroupements ethniques. M. Moukania en a cité la manière dont c'est au Konakat et tout ça. Il y a le cartel qui se fait en 1959 pour l'indépendance. Juste après l'indépendance, le cartel se défait et chaque parti revient dans sa place. En 1960, il y a deux successions. Katanga, Sud-Kasaï. Tout ça, c'est des rayons tribalistes ethniques. Les partis politiques, la manière dont ils se conçoivent. Je vais aller vite. L'UDPS, le parti qui nous invite, ou du moins ses cadres, concentre sa majorité des membres au Grand Kasaï.
l'UNC actuellement, parti politique dirigé par Vital Kamerhe, concentre ses adhérents à l'est de la République. Le MLC, mon parti politique, le PDC ou d'autres partis politiques, concentrent ses membres à l'Équateur. Le PALU, qui est un parti de la majorité, est un parti principalement du Bandung. Et voilà. Donc, il y a des exceptions, bien sûr. Donc, mon raisonnement, avant d'arriver aux alliances, était de me demander pourquoi donc nous n'arrivons pas à mettre en place des structures qui transcendent l'attrait ethnique. C'est ça mon questionnement. Et là, nous comprendrons que le choix même des Congolais pour adhérer à des partis politiques, ce sont des choix beaucoup plus culturels. Et même des choix des alliances rencontreront aussi cette dynamique culturelle. Donc, il faudrait que dans nos réflexions, nous arrivions à comprendre. Je redonne en 2006. Vous avez tous suivi, il y a eu, le Congo était divisé en deux. On a parlé de l'Est pour Kabila, l'Ouest pour Bemba. Nous allons aux élections, il y a plus ou moins 60% pour Kabila au chiffre avancé et 40% pour le MLC. Et rapidement après, les donnes changent, les membres de l'opposition disparaissent, la plupart adhèrent à la majorité présidentielle. En 2011, toute une dynamique a pris le président Tshisekedi. La tricherie s'impose, ça a été dit ici. Après les élections, il y a eu formellement des instructions données pour ne pas, par exemple, adhérer aux institutions, mais c'est impossible. Là, ceux qui sont en opposition vont vers la mangeoire. Donc, j'aurais voulu attirer l'attention de tous sur les raisons du vagabondage politique. J'en ai épinglé quelques-unes. Il y a d'abord un problème d'absence d'idéologie commune à la base des partis et des alliances entre elles. Il y a la pauvreté de l'opposition et des opposants. Il y a les tracasseries du pouvoir gagnant sur l'opposition. Il y a le manque de conviction politique de partis d'opposants et l'existence des faux opposants. C'est cette situation de majorité absolue, finalement, que nous nous battons aujourd'hui, comme ça a été dit. Pourquoi est-ce qu'on parle d'alliance si que l'opposition devrait, en tout cas, arriver à une alliance? C'est pour contrecarrer une majorité absolue qui se met en marche dans notre pays. Je souhaiterais qu'on puisse parler ici des coalitions plutôt que tout simplement d'alliances, en tant que partis politiques qui se mettent ensemble pour un but. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Pourquoi coalition? Parce que la coalition, en fait, maintenant, c'est défini comme une alliance, mais qui s'établit sur base d'intérêts. En tant que telle, c'est une alliance de nécessité, politiquement. C'est une alliance de nécessité. Donc, qui n'est pas de nature à pouvoir durer dans le temps. Parce qu'il y a une nécessité qui fait qu'on puisse se mettre ensemble. C'est ce qui fait que cela puisse impliquer des alliances qu'on peut qualifier de contre-nature. Donc des individus qui, sur base de la nécessité, se disent « mettons-nous ensemble pour nous attaquer à ceci ou pour pouvoir arriver à réaliser telle chose » et ils se mettent ensemble. En tant que telle, elle nécessite aussi de compromis. Tout à l'heure, on a parlé des gens par rapport à l'évocation ou l'invocation du verset biblique, quand 2 sont 3, on a réagi, non, il y a quelqu'un qui a pris, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont un certain charisme. Mais quel que soit le charisme que vous avez, quand vous voulez travailler avec les autres, ça ne signifie pas que parce que moi j'ai un charisme, il faut que je m'impose, les autres ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas, c'est moi seul qui ai le charisme, alors mettez-vous au rang. Si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes plus sur le bon. Ça, c'est une erreur grave par rapport à la coalition. Ça, donc, je le dis par rapport surtout aux exemples qui ont été évoqués ici concernant le président Tshisekedi ou l'UDPS. J'ai été candidat aux élections en 2011.
j'ai participé au colloque après les élections, allons au Parlement ou non. C'était 3 jours de réflexion où on a avancé le pour et le contre pour aller siéger. Et quand on vient auprès du président, lui qui quand même, comme on le dit, la tête pensante, je ne pense pas qu'il était la tête pensante de l'opposition, parce que personnellement, j'ai travaillé là-dedans, j'étais tout le temps dans les différentes réflexions qui se faisaient avant les élections, pendant les élections, après les élections. Je ne voyais pas les directives de la tête pensante venir pour dire, voilà, mettez-vous là autour, nous allons procéder comme ceci, nous arriverons à tel résultat, on fera ceci, on fera cela. Dans la lutte de la libération, je me suis trouvé face à une antinomie. D'un côté, on me parle d'une alliance politique qui laisse sous-entendre une manière de mener la politique par des moyens classiques, non violents, tels que ça a été défini tout à l'heure. Et je serai à cheval par rapport à ce qui a été dit la fois passée. Et de l'autre côté, on parle d'une lutte de libération, de la libération. Personnellement, comment peut-on mener une lutte de libération qui sous-tend aussi la révolution sans qu'il y ait quelque part effusion de sang ou recours aux moyens dits de violence, aux moyens armés? Cette antinomie me pose problème, surtout dans le cas d'un parti qui fait de la non-violence son cheval de bataille, qui à certains moments se retrouve face à une difficulté et se dit voilà, il nous faut de l'impérium. Mais on a l'impression que cet impérium sort du néant, et c'est là que j'ai vraiment du mal à comprendre le fonctionnement des partis politiques du Congo jusqu'à présent, ou un aspect, quand on parle de la non-violence ou de la violence, mais un aspect dont on ne parle pas, c'est la violence est légitime. Quand on fait de la politique, c'est pour diriger un État. Un État, c'est la manière de structurer une société pour l'amener au bien-être. Et les grands sociologues ou les sociologues Weber qui définissent l'État, ils disent que la spécificité de l'État, c'est de pouvoir disposer du monopole de la violence légitime. Ce monopole de la violence légitime, c'est ce qu'on appelle l'impérium. Aujourd'hui, il y a eu des élections. Nous connaissons les circonstances dans lesquelles ces élections sont déroulées. À la fin, il y a un président qui s'est dit légitime. Ben, qu'est-ce qui empêche à ce président légitime de faire recours au monopole de la violence légitime qui permet en toute légitimité de faire usage aux moyens armés? Il faut prendre des armes, et je pense qu'actuellement, on sera mal vu par les Congolais si un parti politique officiellement annonce que je vais recourir aux armes pour récupérer l'impérium. Ça risque d'être mal vu. Non, quand ça fait des stratégies politiques, il y a des stratégies qui sont apparentes, il y a des stratégies qui sont non apparentes. Début des années 60, quand Mandela et Thabo Mbeki se sont rendus compte que l'apartheid ne pourra jamais tomber par des moyens pacifistes, ils se sont dit, nous devons prendre les armes. Quand les partis politiques qui se disent démocratiques vont dans des déclarations dans ce sens, nous risquons de nous couper beaucoup d'appuis. Vous coupez des appuis, mais depuis que vous menez cette lutte, non, mais vous êtes expert. Nous représentons des partis politiques, oui, et nous avons aussi la responsabilité du discours parce que nous sommes tenus par la ligne de communication de nos différents partis. Et dans les cadres des alliances, je crois que c'est une très bonne chose. Et là où nous en sommes, il est plus que nécessaire, et surtout nous le combattons, de nous allier avec les forces politiques, les forces vives qui sont sur le terrain, qui agissent sur le terrain, pour essayer de coordonner un peu certaines actions. Mais le problème, c'est de faire cette analyse, de voir les menaces qui peuvent peser sur cette alliance, les opportunités que nous pouvons déceler sur les alliances entre, d'une part, nous de la résistance, les combattants, et d'autre part, ceux qui mènent le combat politique sur le terrain. Mais au-delà des alliances, ce qui nous manque, nous, le Congolais, que ce soit l'opposition politique, que ce soit ceux de la résistance, que ce soit les forces de la société civile, c'est l'intelligence organisationnelle. J'ai suivi notre frère de la Pareco en parlant de l'alliance. Il évoque la qualité, la question des contractants. Il aura un droit de réponse. Oui, oui. Je voulais éclairer quelque chose parce que je l'ai entendu le lâcher.
ici on se définit, il y a certains qui se définissent comme résistants, d'autres des opposants, des politiques, des associatifs et tout ça. Et lorsqu'on parle d'une alliance, ici on définit en termes politiques. Mais qui sont les contractants? La question de la qualité. Au niveau de la Pareco, ils disent qu'en face d'eux, autour d'une table pour une alliance, il faut bien, ils sont méfiants parce qu'ils veulent savoir qui est en face d'eux. Et là, ils disent qu'eux, ils font de l'occupation. Et les termes des alliances et les tables rondes qui sont organisées, c'est une affaire des opposants et de ceux qui sont au pouvoir. Et notre frère Clovis a même cité un certain Kinke Moulumba. Il dit que pour eux, à la Pareco, si en face il y a quelqu'un comme Kinke Moulumba, il a été cité comme ça, ils ne viendront pas parce qu'il y a l'occupation. Mais là, je pose la question, est-ce que Kinke est congolais ou étranger? Et là, ça me pousse à réfléchir pour dire, lorsqu'il y a des objectifs qui sont très clairs, parce qu'on doit atteindre nos objectifs, il faudrait quelque part transcender certaines exigences. Je ne demande pas qu'on reconnaisse des étrangers chez nous. Qui n'est pas de l'opposition, monsieur. Non, non, quand on doit discuter, eux disaient, nous faisons des alliances pour nous battre contre, pour nous renforcer contre les autres. Et eux, ils disent, une alliance contre les Kinké, ça ne passe pas. Parce qu'en face, non, eux ne peuvent pas faire une alliance avec les autres pour combattre les Kinké. Parce que c'est des collabos. C'était avec les Kinké, pas contre. Mais j'attends qu'il termine. Non, il a dit ceci. Il a dit ceci. Faire une alliance avec... J'ai clair. Faire une alliance avec d'autres Congolais pour combattre en face, même autour d'une table, mais faire un débat avec les Kinké, et ne viennent pas parce qu'ils considèrent que... Non, nos alliances, c'est pour combattre les autres. S'il vous plaît. C'est dans ce terme-là qu'on dit. Quand on fait nos alliances, c'est pour combattre les autres qui sont au pouvoir. Mais eux ne conçoivent pas les choses de cette façon-là. Ils disent que s'il faut faire une alliance pour combattre en face les Kinké, ça ne passe pas parce que pour eux, le Congo est occupé. C'est vrai, le Congo est occupé. Mais dans cette occupation, les gens qui nous occupent ont entraîné avec eux des Congolais. Et parfois, ils mettent en face de nous pour discuter des Congolais. Donc, à partir du moment où en face de nous, on nous oppose aux Congolais, on est en mal de pouvoir dire que ce débat-là n'est plus un débat congolais. Pour nous, à la Pareco, le problème de la souveraineté nationale, c'est un problème auquel on ne peut pas être clément, ou je ne sais pas comment dire ça autrement. Tout ça pour dire que à partir du moment où nous considérons le Congo comme étant occupé, tous ces systèmes-là, les personnes qui sont autour de ces systèmes, autour des Kabila, nous les considérons comme des collabos. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui permettent justement à Kabila de faire tout ce qu'il est en train de faire. De pouvoir vendre les terres, de pouvoir faire tout ce qui est en train de se passer maintenant, les frontières, tout ce qui se passe avec les viols. Ce sont nos frères congolais qui sont autour de Kabila, qui font que ces choses-là passent facilement. Ça, c'est de un. De deux, quand je dis que nous ne voulons pas nous associer avec ces personnes-là, mais nous restons ouverts. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, je crois, si ce n'est pas 2 ans, le docteur Le Seigue va me corriger, ou bien Guilain, 2 ou 3 ans, on se réunissait. On avait formé une sorte de synergie avec d'autres partis. Enfin, nous ne sommes pas un parti politique, mais j'étais avec les Guilains, j'étais avec le docteur Le Seigue, j'étais avec l'abbé ici. Voilà, qui l'a initié d'ailleurs. Donc, c'était quelque chose d'intéressant et de positif. Mais ne venez pas nous mettre les collabos. Ça, c'est la position de la Pareco. À partir du moment où vous vous considérez comme collabo, ou bien vous vous considérez comme, comment dirais-je, faisant partie de ces groupes de pillards ou de ces mafieux, des occupants, voilà, ça c'est clair pour nous. D'abord, je dois féliciter l'initiative, ensuite féliciter la communication de M. Moukania qui a été très technique. J'ai juste un petit apport par rapport à la rencontre. En ce moment, il y a quelque chose qui unit la plupart des Congolais, c'est de voir M. Kabila partir du pouvoir. Mais quelle est la logique de M. Kabila dans sa tête? Rester au pouvoir. Il va rester suivant quelle formule? Il compte,
sur les élections qui auront lieu l'année prochaine par Malumalu et puis 2016. Ça, c'est dans sa tête. On peut dire tout ce qu'on veut, ça ne changera pas la logique qui est dans sa tête d'user de ça pour rester. Et pourquoi j'ai d'abord remercié M. Moukania, c'est pour donner la proposition suivante. Je pense qu'il ne reste que 2 ans pour réussir ou ne pas réussir. Et pour cela, il faut professionnaliser la lutte. C'est-à-dire quoi? Souvent, les gens viennent d'une façon disparate, alors que nous avons des partis politiques, nous avons des groupes de production, nous avons des associations de société civile. Il est impérieux que chaque parti se structure ou réanime les structures qui existent. Il faut des écoles, enfin des séances de matinée politique. Il faut des gens qui, dans son département, conçoivent comment aider le parti ou la structure tous ensemble le changement. Pali a parlé tout à l'heure de la donne militaire. Ça ne veut pas dire nécessairement prendre les armes, ça veut dire un parti politique qui aspire à arriver au pouvoir doit, nous supposons, avoir déjà un ministre de la Défense. Il fait quoi dans son bureau celui-là? Je suppose que c'est tout ça qui doit déjà concevoir. Et de même pour... c'est une autre manière de voir. J'ai atterri. C'est-à-dire, le plus important pour moi, il est impérieux qu'il y ait des petits think-tanks dans chaque parti politique. Il faut des spécialistes dans tout, économie, sociale, c'est la moindre des choses. Tout. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est une chose que Et maintenant, je termine par... S'il vous plaît. Je termine par ce dont il parle des alliances. Les alliances se feront en fonction des objectifs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont disposés à ce que 2015-2016, ils se mettent ensemble pour qu'il y ait alternance? Ceux qui sont disposés vont faire alliance. Et quand vous faites alliance, ça je reviens vers le docteur, il a dit, il faut des compromis. Vous faites alliance, c'est très bien. Et après, si vous réussissez, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là que vous allez réfléchir pour l'après. Il faut réfléchir l'après avant. Quand vous faites les alliances, vous mettez tout sur table et vous faites ça. Voilà ce que je voulais donner comme proposition. Faire alliance, oui, c'est bien beau. Mais on fait alliance pour être en poids, in fine. On fait une alliance et on est léger, ça ne sert à rien du tout. L'OTAN est une alliance qui sait dire non à un pays et il a les moyens militaires pour agir. Mais nous, on fait une alliance, en face de nous, il y a une dictature. Il peut balayer le tout et rester tricher encore une 3e fois. Il n'y a aucun moyen de pression que nous avons. Il a triché contre Mbemba, il a triché contre Tshisekedi, mais il est au pouvoir. Il va tricher une 3e fois et notre alliance, sans moyen de pression à l'arrière, ne vaudra rien du tout. Notre faiblesse à nous, c'est qu'en 2011, on n'a pas pu créer une réelle alliance pour être l'alternance. Même qu'il est important de dire, autant que les alliances sont utiles, il faut se poser la question, est-ce que ces alliances sont capables de juguler la fraude? J'ai écouté les politiques qui sont là, les autres interlocuteurs en campagne. J'ai écouté les partis d'opposition. J'ai écouté mon jeune frère combattant. J'ai écouté l'homme de l'armée, qui j'ai fait d'ailleurs il a écrit un très bon livre, hein, je fais directement la publicité pour lui, un très bon livre qui est là sur l'armée. J'ai écouté tout le monde. Moi, je ne suis pas ici pour parler de l'alliance, parce que je ne trouve pas pourquoi nous devons parler de l'alliance. D'ailleurs, quelle alliance nous devons faire dans un pays comme la nôtre? Je me pose cette question. Le vrai problème ici, c'est l'homme congolais, que nous sommes, vous et moi. Parce que politique ou militaire, ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous êtes là, ce sont des titres de fonction, tout ce que vous avez. Mais l'homme congolais, face à l'héritage qui est la sienne, c'est-à-dire la terre auquel Dieu lui a donné, le Congo, qu'est-ce qu'il fait pour défendre cela? Qu'est-ce qu'il fait pour vivre là-dedans? C'est ça le vrai problème auquel nous devons nous... Parce que vous savez, les tables rondes comme ça pour réfléchir, ça nous sommes spécialistes, les Congolais. Pour réfléchir, vous entendez les très bons français ici, les stratégies, l'analyse, je vois si j'ai vu tel... Mais vous avez vu tel. Vous devez savoir comprendre que ceux qui sont là, je rejoins mon frère d'Apareco.
qui dit nous sommes résistants. Mais c'est bien beau de mots prendre ça que résistant. Parce que pourquoi? Parce que vous avez dit dans l'histoire en 40-45, en France, il y a eu des envahisseurs qui sont venus et tout cela. Et vous prenez ce concept-là. Mais les conditions que ces gens-là se sont mis pour dire que nous sommes résistants, et ce qu'ils faisaient, quand nous regardons, nous lisons les livres, tous ici lisent, savent que ces gens-là viennent du parti politique et tous les autres. C'était d'anciens communistes et tout cela, Mendes, France et tout ça. L'histoire est là. Je suis historien de formation, je peux mieux le dire. Comprenez? Et mon frère docteur, tous les partis politiques, l'autre dit non, il faut intégrer l'armée, la violence. Mais je tiens à vous signaler, il y a un parti qui est sorti, l'IDPS, se disant que non, nous ne voulons pas la violence. Mais tout au long de ce parcours, de cette partie-là, il n'y a que la violence. Depuis Mobutu, il n'y a que la violence jusqu'à ce jour. Jusqu'au 28 novembre, tous ceux qui ont succédé faisaient que la violence. Et ils disaient toujours que nous ne voulons pas la violence. Mais on les attaquait, on les tuait. Donc pourquoi ne pas réfléchir, mes frères et sœurs, sur l'homme congolais et l'héritage qu'on nous a donné, qui est la terre congolaise? Comment nous devons partir de cela? J'ai vu nos amis de la Pareco, et presque tout le monde a parlé ici, parce que vous ne voulez pas, vous voulez qu'on parle de l'alliance. L'alliance, moi je trouve que l'alliance a déjà fait. On est ici, déjà on va, il y a l'alliance ici entre les partis politiques et le peuple congolais, c'est une alliance. Quand on fait des manifs, on appelle, il y a une alliance aussi entre le peuple congolais et tous les associations. Parlons plutôt de la coalition politique. Et pourquoi on fait appel à une coalition politique? C'est quand il y a une crise. Au Congo, on a une crise de légitimité. On a une crise économique, on a une crise de guerre, parce qu'il y a la guerre qui continue encore à l'est du pays. Alors quand j'entends que les gens de la paroisse disent que nous ne voulons pas faire la coalition. Et la coalition est faite pour traiter des problèmes de la crise qui s'oppose au pays. Vous êtes sûr, madame, que j'avais dit ça? Non, pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit ça. Non, vous avez dit que nous ne voulons pas s'allier avec les autres parce qu'ils sont des collabos. J'ai suivi. Avec les collabos. Voilà, avec les collabos, même avec d'autres partis. Laissez-la s'exprimer. Ils ne veulent pas s'allier. Oui, oui, j'ai fait, laissez-moi d'abord. Qu'elle parle jusqu'à la fin du Parce que la Pareco mène son combat en dehors des combats des Congolais. La Pareco ne veut pas faire la coalition avec les autres. Vous menez le combat en dehors parce que, comme Papa Mitch vient de dire, nous militons pour notre terre. Et vous, vous militez pour qui? Pourquoi? Parce que vous êtes toujours à l'écart de toutes choses. C'est une question. Je vais juste me répéter. La Pareco dit ceci. La Pareco dit que nous pouvons faire alliance avec tout le monde, sauf avec les occupants et le collabo. Tout le monde, c'est tout le monde, madame. Je ne sais pas comment je peux dire ça autrement, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit ce que vous avez dit. Vous, le collabo, pour eux, le collabo, c'est ceux qui ont été aux élections. Non. D'abord, je pense que cette table, c'est une bonne pédagogie pour nous, politiciens, résistants, acteurs politiques, ainsi pour que demain, nous apprenions à nous respecter, à échanger. Par rapport à la gratuité de propos de mon frère à côté, je ne pense que le MXC n'a jamais trahi une alliance. L'alliance qui a été faite, Union pour la Nation, en 2006 était légitime. Les conséquences, nous les connaissons, mais voyons plus l'avenir. Si on doit revisiter l'histoire, on va vous dire que le MXC, en 2006, n'a pas eu l'appui d'autres partis politiques d'opposition également. En 2011, il n'y a pas eu une dynamique claire pour avoir un même candidat de l'opposition. Et je vais terminer avec ce que moi j'ai dit au départ. Nous devons ôter l'ethnicité dans nos différents partis politiques et même les mouvements. Parce que qu'est-ce que nous voyons depuis les accords de Nice? On voit une bipolarité qui s'installe à Pareco, UDPS, il y a une tribalisation même de la prise en charge des questions politiques. Et si on ne fait pas cet effort, demain, on risque encore de rester... Merci. Je suis là d'abord en tant que président de mon propre parti, le Pareco, et en même temps le responsable des relations extérieures de la MPP, qui est un groupement
de seuls partis qui ont fait alliance lors du groupe Fatima, qui a consacré la candidature du président élu, M. Etienne Tshisekedi, et qui, suite à cette alliance, continue à revendiquer, entre autres, l'impérium. Donc voilà là un des exemples qui montre qu'il y a encore dans notre pays des hommes et des femmes qui peuvent tenir aux alliances. Donc je disais ceci que voilà une alliance qui a été faite en 2011 pour soutenir un candidat et qui jusqu'à ce jour continue à soutenir cette même personne. C'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas avoir peur des alliances. Dans notre pays, et bien souvent, j'ai du mal à comprendre ça, je vais être concret, nous avons une personne, bien que je n'aime pas trop souvent sacraliser les individus, mais pour moi c'est un exemple, M. Etienne Tshisekedi qui a été et qui a accepté toutes les alliances. Depuis 91, monsieur mon frère Moukania a parlé de l'union sacrée de l'opposition, de l'ISOR. Nous sommes passés au groupe Fatima avec toutes les trahisons, ceux qui sont allés siéger, car je continue à dire que ce sont des trahisons. On a beau nous expliquer qu'il n'y avait pas de compromis, que tu sais qu'ils ne savaient pas. Ils ont rompu une alliance. Et aujourd'hui, cette alliance-là que nous avons conclue avec Tshisekedi, on nous rejoint. Avec quoi? Avec les forces politiques et sociales qui aujourd'hui rejoignent ce que nous avons dit. L'impérium, l'INC est là avec nous. L'IDEMO est avec nous. Ils ont signé le communiqué du 16 juillet 2014 pour réclamer quoi? Pour réclamer l'impérium, pour réclamer la vérité des urnes, pour réclamer tout ça. Voilà, ils rejoignent cette alliance-là. Donc c'est pour vous dire que les alliances, il y a des gens qui peuvent tenir aux alliances. À l'issue de cette rencontre, quelle impression, quelle suggestion pour l'avenir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, nous appartenons à la société civile. Nous sommes venus prendre part, ou d'abord répondre à cette invitation, afin de proposer des solutions face à la crise qu'il y a dans notre pays, voir dans quelle mesure, dans quelle direction nous pouvons ensemble, en alliance, fonctionner pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans notre communauté et dans notre pays. Et pour l'avenir? Non, pour l'avenir, je crois que nous incitons les gens, nous les encourageons à nouer des alliances objectives sur base d'un programme commun, avec des objectifs très précis. C'est ça qui sera à la base de l'efficacité ou de l'aboutissement des attentes de notre peuple. Et connaissant le caractère un peu imprévisible du politicien congolais, quelles précautions prendre pour cela? Bon, chaque animal constitue une espèce. On doit apprendre à faire avec. Je crois qu'en tant que juriste, il faut tout simplement encadrer toutes ces alliances avec une certaine réglementation, notamment un ordre du jour, une loi restreignant les partis et une réglementation qui va organiser ces alliances-là dans le temps, la durée. Voilà un peu tout ce que je peux dire à ce stade. Monsieur Rigobert Kouta, vous êtes le représentant extérieur de la majorité présidentielle populaire en Occident. À l'issue de cette journée de réflexion, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous proposez? En fait, ce que je retiens d'abord, que les alliances au Congo, il faut des alliances, mais il faut des alliances avec des personnes munies de très bonnes intentions. Et en même temps, je retiens qu'il y a une des alliances qui dure depuis Fatima jusqu'à ce jour, c'est la MPP. Et aujourd'hui, ce que je retiens aussi, que plusieurs partis politiques de l'opposition nous ont rejoints de nouveau dans cette alliance. La recherche de l'impérium, la vérité des urnes, ils nous ont rejoints. C'est pour vous dire que nous avons besoin des alliances et que le président élu, M. Etienne Tshisekedi, a toujours été
un homme des alliances. Voilà ce que je peux dire et je félicite les organisateurs de ces forums. Monsieur l'abbé Faustin Kwaka, vous venez d'assister à une séance de réflexion initiée par les jeunes de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir? Bon, c'est une bonne chose que de pouvoir réfléchir sur la possibilité de créer des alliances. D'abord, quels sont les avantages, quels sont les désavantages. Et je sais, à entendre surtout le militant de l'UDPS, ils expriment une certaine blessure, c'est disant toujours trahis par les alliances qu'ils ont prises dans le passé. Mais il me semble, moi, que l'histoire politique est toujours dynamique. On ne peut pas s'arrêter à quelque chose qui s'est passé, il faut voir ce qui vient. Faire des coalitions, c'est en vue d'une nécessité. Ce sont des alliances de nécessité. Et je me dis, moi, compte tenu de la situation que nous vivons au pays, la coalition est plus que jamais importante. Parce que ce qui est nécessaire, c'est sauver la nation. Alors, puisque sauver la nation est nécessaire, qu'il y a beaucoup de partis qui travaillent pour cela, et surtout la population, la société civile, il y a absolument nécessité de se mettre ensemble. Seulement, évidemment, cet effort de nous mettre ensemble doit se reposer sur le respect des valeurs, sur le respect mutuel, ce qui n'est pas souvent le propre du politique congolais. Et il doit apprendre à acquérir une certaine maturité pour respect. Et on ne peut pas parler de coalition sans non plus que cela soit couché sur un papier. Les choses doivent être mises sur le papier. Chacun doit doit accepter d'abord les compromis, parce qu'il faut que chacun accepte d'abandonner telle ou telle chose et pouvoir accepter telle ou telle autre chose. Et c'est en cela que l'alliance devient possible. Mais si on pense imposer à un groupe une certaine logique, une certaine ligne, là ça ne tourne pas. Et ce groupe-là, s'il vous tourne le dos, après il ne faut pas s'étonner. Donc ça nécessite un travail autour d'une table où on traite en tant que frères d'égal à égal pour voir ce qui est nécessaire, dont je disais tout à l'heure, l'avenir du pays, le bien du pays. Et quand on mettra tout en place, c'est alors que plus tard, la démocratie établie, les groupes pourront prendre leur indépendance et se soumettre au verdict populaire comme ça se fait dans toute démocratie. Vous êtes le représentant Europe de la PARECO. Vous venez d'assister à une journée de réflexion. Qu'en avez-vous tiré et qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir? Je suis vraiment flatté d'abord de l'invitation qui m'avait été adressée et je constate que c'est un bon exercice. C'est un bon exercice pour la diaspora congolaise. Si l'organisateur arrive à mieux cerner ces genres de tables de réflexion, je crois que ça ne pourrait qu'apporter un plus à la communauté congolaise. Et vous connaissez bien le politicien congolais, il est un de ces oiseaux qui respecte rarement ses engagements pour que par la suite, au cas où il y a alliance, quelles devraient être les précautions à prendre? En tout cas, j'ai vu le document de notre frère Moukania. C'est un document qui est très très bien fait. Et je crois que là-dedans, nous pouvons tirer beaucoup d'éléments. Et comme moi j'avais dit, pour ce qui est de la PARECO, nous nous basons sur ce que j'ai appelé la méfiance. Nous devons toujours identifier la personne qui est en face de nous. À partir du moment où nous arrivons à identifier cette personne, pour nous, il n'y aura aucun souci d'alliance à partir du moment où on sait qui est en face de nous. Voilà notre vision. Et parmi les reproches que vous avez contre les gens que vous n'aimeriez pas avoir en face de vous, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Voilà, nous sommes en train de vivre une situation catastrophique au Congo. Il y a certains de nos frères congolais qui sont autour de Kanambe Kabila. Ces frères-là contribuent justement à la balkanisation de notre pays. Nous condamnons justement ces frères-là et nous disons, si aujourd'hui ces frères nous appelaient à faire une alliance, nous allons refuser, parce que nous ne voulons pas de ces frères que nous considérons comme des collabos qui vendent notre terre et qui laissent piller nos mamans et nos jeunes filles. Nous disons non. C'est ces genres de personnes-là, à part les occupants. Les occupants, déjà, ça c'est d'office. Nous ne pouvons même pas négocier avec ces personnes-là. Mais maintenant, les collabos, nous les mettons dans le même bac. Voilà, ça c'est la vision de la PARECO. Mbungane, vous êtes secrétaire national extérieur de MLC. Vous venez d'assister à une matinée de réflexion autour des alliances, oui ou non. Qu'en avez-vous retenu? Qu'avez-vous comme proposition pour l'avenir?
Merci beaucoup, Cheikh Fita. La rencontre de ce soir a été très instructive pour tous les partis politiques et les participants, la société civile, parce qu'elle permet de dire que de dégager l'option du cordon sanitaire. Il faut que les partis politiques arrivent à mettre en place un cordon sanitaire politique pour barrer la route à Joseph Kabila ou au candidat de la majorité présidentielle, mais avec des objectifs bien déterminés en avance, une stratégie commune. Sinon, nous allons encore nous faire avoir parce que la majorité présidentielle est en train de mettre en place toute une stratégie pour demeurer ad vitam au pouvoir. Et sans être indiscret, qu'est-ce que vous pensez qui est prioritaire à faire d'ici 2015-2016 pour que vous n'ayez pas la blague de 2011? Mais voilà, donc il faut déjà qu'une plateforme sérieuse se mette en place, que les gens discutent des stratégies, comment pouvoir juguler la fraude. Parce que le fort de ceux qui sont à la manette du pouvoir, c'est de concocter via la CENI la manière de pouvoir chaque fois tricher et à ce que leur candidat puisse gagner. Et si les partis politiques étaient organisés, et si tous les partis politiques pariant ensemble se mettaient en cordon sanitaire, nous aurions assez de force pour pouvoir contrôler et juguler la fraude. C'est une des stratégies capitales pour que demain, le candidat de l'opposition, qui sera le candidat du peuple, puisse reprendre le pouvoir en RDC. Monsieur Amessi Bouchiri, nous venons d'assister à une journée de réflexion. Et comment, personnellement, évaluez-vous la séance d'aujourd'hui? Oui, la séance d'aujourd'hui était une réussite totale par rapport aux deux précédentes tables de réflexion. C'était vraiment magnifique. Les gens, non seulement ils ont discuté, mais ils ont proposé. Parce que généralement, on accuse l'élite congolaise de ne pas proposer. On accuse la jeunesse de ne pas proposer. On accuse le combattant de ne pas avoir des idées. Mais aujourd'hui, oh là là, c'était magnifique. Je suis très content parce qu'il y a eu des propositions pour faire avancer notre combat. Parmi les propositions les plus intéressantes que vous avez retenues, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce que vous avez le mieux épinglé? Oui, la proposition, c'est clair. C'est qu'on croyait toujours que la notion de l'alliance qui était le sujet d'aujourd'hui, parce que le sujet d'aujourd'hui concernait les avantages et les inconvénients d'une alliance politique dans la lutte de la libération. Concernant les alliances, aujourd'hui, j'ai senti que tous les mouvements, tous les partis politiques sont prêts à pouvoir travailler ensemble en synergie pour faire partir le sanguinaire, les terroristes qui dirigent la République démocratique du Congo. Donc la meilleure proposition ici, c'était qu'on puisse se retrouver encore. Moi, si les gens se retrouvent et se parlent, c'est la meilleure proposition qui puisse exister. Connaissant l'homme politique congolais qui marche facilement sur sa signature, l'exemple de la Constitution qui est en train de venir est le meilleur exemple, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme précaution pour que ce ne soit pas des alliances où on est tourné en bourrique? Oui, le problème c'est qu'on ne peut pas le savoir avant. Mais comme M. Etienne Tshisekedi, le président valablement élu, il dit toujours que nous sommes dans un combat comme si on entrait tous dans un train. À un moment donné, chacun va descendre. Donc le nettoyage, on n'est pas obligé de nettoyer en amont. En cours de route, les gens vont disparaître, vont partir d'eux-mêmes. On saura qui est bon, qui est mauvais. Eux-mêmes, ces gens-là, ne pourront pas lutter longtemps, dans le temps, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont là pour leur, comment on dit, leur valeur personnelle. Mais nous luttons pour le peuple. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons le peuple d'abord. Et quand on lutte pour le peuple, on va jusqu'au bout. Donc ces gens-là qui viennent faire des alliances, ils n'ont qu'à bien se tenir s'ils ne sont pas là pour l'intérêt de la population.